Si tout le monde connaît plutôt bien les contes merveilleux tels que Cendrillon, La Belle au bois dormant ou Le Petit Chaperon rouge, la richesse des récits folkloriques ou des légendes françaises n'ont pas à rougir face aux versions popularisées au cinéma ou à la télévision par Walt Disney. Retour aujourd'hui sur 12 contes ou histoires mystérieuses tirées du folklore régional français et dont vous avez probablement entendu parler, mais qui effectivement n'ont rien à envier aux adaptations de la souris américaine. Vous avez forcément entendu parler de la légende de la fée Mélusine. Cependant, comme Disney n'a pas fait encore de Mélusine un dessin animé, elle reste moins connue que les héroïnes de Grimm ou Perrault. Mélusine est cependant un personnage célèbre des contes et légendes français, issu des récits du Moyen-Âge. Elle prend naissance dans les régions du Poitou, d'Alsace-Lorraine ou bien de Champagne, bien qu'on la retrouve dans des versions multiples dans toute l'Europe du Nord. Selon la légende, Mélusine avait été maudite par sa mère et se transformait en demi-serpent chaque samedi jusqu'à ce qu'elle n'épouse un homme qui respecterait son intimité ce fameux samedi. Elle épousa donc un jour un noble du nom de Raymondin en lui promettant de le rendre riche et célèbre, à condition qu'il la laisse tranquille tous les samedis. Raymondin tint sa promesse et Mélusine fit de même, jusqu'au jour où la famille de Raymondin le persuada d'espionner son épouse un samedi alors qu'elle prenait son bain. Lorsqu'il rompit le serment qu'il lui avait fait, elle le quitta aussitôt, ne revenant que pour rendre visite à ses enfants ou remplir les obligations de la malédiction, pour prévenir de la mort ou annoncer un changement de fortune. L'histoire de Mélusine a fait l'objet de contes pour enfants, de pièces musicales, de poèmes, de peintures, de sculptures ou bien de jeux vidéo, et apparaît même sur le logo de la société Starbucks, présente dans le monde entier. Elle aurait également inspiré l'histoire de la petite sirène de Hans Christian Andersen. Enfin, dans le folklore tchèque, son nom est associé à des vents hurlants qui seraient ceux de Mélusine pleurant ses enfants perdus après avoir été trahie par son mari. La tarasque est une bête qui vivait non loin de Tarascon, une commune française située de nos jours à l'extrémité ouest du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce monstre effrayait au plus haut point les habitants des lieux. Mi-dragon et mi-poisson, la tarasque hantait le fleuve en détruisant tout sur son passage. Quand les habitants s'approchaient le long du Rhône pour laver le linge, la tarasque les dévorait et disparaissait aussitôt. Ils avaient tout tenté, et désespéré, il lui avait même offert des fleurs ou bien de la viande, sans que cela ne change l'attitude de la tarasque. Un jour, une jeune fille prénommée Marthe arriva à Tarascon. Venant de loin, elle avait traversé toute la mer Méditerranée sur un radeau. Les habitants la mirent en garde de ne pas rester sur les bords du Rhône et de s'éloigner du rivage. Ayant vécu 1001 aventures lors de son long périple, Marthe s'approcha tout de même du fleuve. La tarasque, alors décidée à croquer Marthe, ouvrit grand sa gueule. D'un calme absolu, la jeune fille leva le bras et lui ordonna de ne plus s'approcher. La tarasque devint alors toute douce. Marthe lui mit son châle autour du cou et la promena dans tout Tarascon. Les habitants chuchotaient à son passage, mais trop craintifs et pleins de rancœur, ils finirent par se jeter sur la bête et la tuer. Aujourd'hui, la tarasque n'existe plus et Marthe est considérée comme une sainte, raison pour laquelle, pendant longtemps, les habitants de Tarascon eurent une représentation de Marthe dans leur maison pour se protéger. Le nain rouge est un type de lutin dont la tradition serait originaire de Normandie en France. Une sorte de gobelin vindicatif et farouche qui passait pour être méchant. Il avait une physionomie sévère et il n'était pas difficile d'entrer en communication avec lui, mais il punissait cruellement ceux qui le dérangeaient pour un simple motif de curiosité. Froid et susceptible, il répondait à l'appel des mots cabalistiques et protégeait contre les accidents ceux qui le respectaient, tandis que ses ennemis
devenaient souvent borgnes et boiteux. Les habitants de la vallée de Velette disaient que plusieurs de leurs compatriotes étaient borgnes, boiteux et contrefaits, et qu'ils devaient ces infirmités au mauvais traitement du nain rouge. D'autres plus heureux ont su l'apprivoiser et n'ont eu qu'à se louer de ses bons procédés. Les pêcheurs parfois s'adressaient à lui pour garder leurs filets. Les pêcheurs de la vallée de Paluel étaient glacés d'effroi quand la mer battait avec des bruits sinistres et qu'ils croyaient reconnaître dans les mugissements de la tempête les plaintes du nain rouge. Cependant, comme le sévère lutin était préposé à la garde des filets, il était difficile pour les pêcheurs de se passer de ses services, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre des truites savoureuses de la rivière d'Urdan. Le nain rouge est également connu dans le folklore des États-Unis. Il hanterait la ville de Détroit dans le Michigan, où il est craint par ses habitants comme le signe avant-coureur d'une catastrophe. Il apparaît comme un petit enfant avec des bottes de fourrure rouge ou noire, aurait des yeux rouges flamboyants et des dents pourries. Son apparence est le présage d'événements terribles pour la ville. Sans doute, pour conjurer le sort, il fait l'objet d'une fête annuelle avec déguisements et carnaval. En ce début d'été 1764, les habitants de la région du Gévaudan, qui correspond à notre actuelle Lozère, ne dorment pas tranquilles. Une bête féroce rôde, ils en sont sûrs, car voilà plusieurs jours que des bergers sont retrouvés morts. Et loin d'être un mauvais cauchemar, la terreur va durer 3 ans, jusqu'en juin 1767, et faire près de 130 victimes. La bête du Gévaudan a sévi principalement dans les départements de la Lozère et de la Haute-Loire. Cependant, son champ d'action comprenait également l'Ardèche, l'Aveyron et le Cantal. Durant ces 3 années de psychose, nombreux sont ceux qui tentent d'abattre la bête du Gévaudan, parmi lesquels le capitaine Duhamel et les dragons d'infanterie de Clermont-Prince, et encore les 2 gentilshommes normands, Jean-Charles et Jean-François Vaumel d'Enval. Ils organisent tour à tour de nombreuses battues et divers stratagèmes pour éliminer le coupable. Le carnage ne cessant pas, Louis XV décide d'envoyer en Gévaudan son lieutenant de chasse et porte-arquebus François-Antoine. Le 20 septembre 1765, lors d'une battue, un grand loup est tué. D'après un rapport dressé par le porte-arquebus, ce pourrait bien être la bête féroce ou le loup dévorant qui a tant fait de ravages. La bête est présentée au roi et à sa famille à Versailles le 1er octobre. Toutefois, les massacres reprennent en fin d'année 1765. C'est lors d'une battue organisée par le marquis d'Apcher sur la face nord du mont Mouchet que Jean Châtel abat d'un seul coup de fusil un grand canuté. Le marquis fait établir un procès-verbal de destruction où la bête est décrite avec précision, tandis que 26 témoins oculaires viennent l'identifier et confirmer qu'il s'agit bien de la responsable des massacres. On retrouvera dans son estomac des os de mouton et la tête du fémur d'un jeune enfant. Châtel monte à la cour et présente le cadavre dans un état de décomposition avancée. Il touchera 72 livres de prime et les restes de la bête seront enterrés en région parisienne. La bête du Gévaudan n'est plus, mais le mythe est né, inspirant écrivain et cinéaste. Mais si la bête du Gévaudan a bel et bien existé, sa véritable nature demeure encore 300 ans plus tard un mystère. Le carcol, loup carcol en gascon, est un escargot monstrueux appartenant au folklore du département français des Landes et propre à la ville de Hastin. Selon la légende, la ville construite sur un promontoire renfermerait une caverne abritant un carcol, une sorte d'escargot formidable et monstrueux qui serait la cause du départ des habitants poussés par la peur et du dépeuplement de la cité. Cette légende est favorisée par la forme arrondie du promontoire, rappelant celle d'une coquille d'escargot. En plus de son apparence étrange, cette créature a également des tentacules visqueux et poilus qu'elle peut étendre pour capturer et manger des humains. Des tentacules recouverts de boue laissés étendus sur le sol qui lui permettent facilement de piéger ses proies. Celles qui tombent dans le piège sont donc instantanément saisies par ces tentacules puis avalées d'une seule bouchée. Le carcol ne s'attaque à des humains que de manière exceptionnelle. Toujours selon la légende, le carcol
garderait le trésor de la ville et dévorerait tous ceux qui veulent s'en emparer. Avis donc aux amateurs d'escargots. Une légende raconte qu'une comtesse de Carouge surprit son mari dans les bras d'une autre femme. Surprise et furieuse, elle poignarda la malheureuse qui succomba à ses blessures. Cette dernière, qui était une fée, maudit la famille de Carouge avant de mourir. C'est ainsi que le lendemain du meurtre, le comte était découvert assassiné à son tour. À cette nouvelle, une tache rouge apparut sur le front de la comtesse qui, quelques mois plus tard, accoucha d'un fils lui-même marqué de cette tache au front. Elle lui donna le nom de Charles, Karl le Rouge, et c'est de là que viendrait le nom Carouge. Cette histoire donna lieu à de nombreux poèmes, odes ou déclamations de ménestrels et forma la légende de la fée de Carouge qu'aimaient à raconter au cours des banquets et des tournois les seigneurs du comté tels que Jean II, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et dont l'historiographe était le mari d'une dame de Carouge. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Dites-moi également en commentaire si vous connaissez d'autres mythes, légendes ou lieux insolites en France. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee, ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.